En janvier 1919, la conférence de Paris est une pétaudière. Orlando se plaint déjà que les Alliés ne prennent pas en compte les revendications italiennes. Les Britanniques, Lloyd George et Balfour, veulent presser le citron allemand jusqu'au pépin. Clemenceau, tout heureux que la conférence se passe à Paris, dit de Wilson le prophète qu'il parle comme Dieu le Père, mais qu'il agit comme Lloyd George, l'impérialiste. Les quatre grands sont Lloyd George, Orlando, Clemenceau et Wilson. Ils n'ont nullement les mêmes préoccupations. Les trois Européens s'accordent à traiter Wilson d'idéaliste, ignorant les problèmes complexes de l'Europe. Clemenceau dit « Il nous a apporté ses 14 points, Dieu n'en avait que 10. » Et pourtant, Wilson se prend un peu pour Dieu le Père. C'est du moins ce qu'on lui reproche à Paris. Le président travaillait cependant d'arrache-pied à imposer ses 14 points aux belligérants comme base du traité de paix. L'un des points les plus remarquables était la création d'une Ligue des Nations qui devait prévenir tous les conflits. À l'hôtel Crillon, les experts de Wilson travaillaient sans relâche pour incorporer le projet de Ligue des Nations au traité de paix. Le monde entier attend la paix, dit le secrétaire d'État Lansing. Le président Wilson veut sa Ligue. Je pense que le monde devra attendre. Le colonel House est le seul à soutenir à fond l'action de Wilson à Versailles. La conférence est une machine qui grince. Elle doit s'occuper en permanence du découpage des territoires pour faire place à la fois aux revendications des belligérants et aux exigences des nouvelles nations. Alors on discute de la Sarre, de Danzig, des Sudètes. Wilson, dégoûté par toutes ces revendications, retourne chez lui pour un mois. Les Italiens se plaignent, on ne veut pas leur donner Fiume. Le 7 mai 1919, les Allemands sont reçus sous bonne garde au Trianon Palace de Versailles. Ils sont introduits dans la grande salle. La délégation est conduite par un aristocrate, le comte de Brockdorff-Rantzau, que Clemenceau apostrophe avec vigueur. Le moment est venu, lui dit-il, de régler les comptes. Les réclamations allemandes sont fort mal reçues, en particulier de Lloyd George, qui trouve insupportable les prétentions de Brockdorff-Rantzau. Les Allemands rentrent furieux à Berlin. Ils n'ont pu présenter aucune objection. Ainsi prend naissance en Allemagne le mythe du Diktat de Versailles, que les Allemands présentent comme aussi éloignés que possible des 14 points du président Wilson. Ebert qualifie publiquement le traité de monstrueux. Le chancelier Scheidemann se résigne, mais parle de l'assassinat d'un peuple. Le document contenait en tout 30 000 mots. L'Allemagne devait reconnaître sa responsabilité dans le déclenchement de la guerre. Elle rendait toutes ses colonies. Elle réduisait son armée à 100 000 hommes, sans armes lourdes. Elle devait payer d'énormes réparations, incluant les pensions à certains anciens combattants alliés. Le total de cette masse devait être calculé après la conférence par une commission. De la Ligue des Nations, l'Allemagne était exclue. La paix était une cote mal taillée. L'Allemagne était maltraitée et cependant, elle conservait toute sa puissance industrielle. Et surtout, la Constitution créait une unité politique en Allemagne qu'elle n'avait jamais connue. Elle était libre de penser à la revanche et de céder de nouveau au démon du nationalisme. Le patchwork des petites nations créées en Europe centrale susciterait beaucoup de conflits que la Ligue des Nations ne pourrait prévenir. 65 millions d'hommes avaient été mobilisés en 4 ans de guerre. La signature de ce traité bâclé n'avait pas duré 1 heure.
Un armistice pour terminer la Première Guerre mondiale a été signé le 11 novembre 1918. Par contre, il fallut plus d'1 an de négociations suivant cette date pour que l'Allemagne et les Alliés mettent une fin officielle à l'état de guerre. Les négociations ont débuté à Paris le 18 janvier 1919. Initialement, 27 nations du camp des Alliés y participaient. Une exception notable était la Russie, qui a formé un traité séparé avec l'Allemagne l'année précédente. L'Allemagne, en plus des nations nouvellement séparées de l'Autriche et de la Hongrie, était exclue des négociations parce qu'elles avaient perdu la guerre. Les 5 gagnants majeurs étaient considérés les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, le Japon et l'Italie. Pour cette raison, ces 5 nations étaient à la tête des plus importants termes du traité de la paix. Cependant, le processus était lent et difficile, dû aux motifs particuliers de chaque nation. Les représentants du Japon ont été les premiers à abandonner. L'Italie quitta ensuite les négociations quand ses demandes de prise de possession de la région du Fiume ont été rejetées. Les 3 nations restantes à ce point étaient la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Malgré les buts contradictoires de ces pays, le 28 juin, ils se sont finalement accordés sur un traité. Considéré sévère par certains et trop léger par d'autres, le traité de Versailles a forcé l'Allemagne à accepter la responsabilité unique d'avoir causé la guerre. L'Allemagne était alors forcée à payer des réparations au prix de 32 milliards de dollars, ce qui équivaut à environ 393 milliards en dollars d'aujourd'hui. De plus, l'économie de l'Allemagne était déjà dans le désordre total. À cause de cela, une bonne partie de la compensation a pris la forme de produits du charbon, de l'acier, de l'agriculture. L'Allemagne a dû céder de larges portions de son territoire et d'abandonner le contrôle de ses colonies. Le traité est resté impopulaire chez plusieurs, surtout en Allemagne. Le pays a initialement refusé de le signer, disant que de mettre le blâme pour la guerre entièrement sur son dos était une violation d'honneur. Par contre, aucune autre option n'a été présentée à l'Allemagne et le pays a éventuellement signé le traité sous un nouveau gouvernement. L'opinion populaire théorisait que le manque d'appui pour la guerre de la part du public allemand était équivalent à une trahison. Le peuple juif a reçu la majorité du blâme, avec beaucoup de gens disant que les Juifs avaient trahi l'Allemagne aux Alliés. Cette légende du coup de poignard dans le dos a été essentielle à la montée de popularité de parti nazi et à l'ascension politique d'Adolf Hitler dans les années suivantes. Au moment de la signature, plusieurs croyaient que le traité ne faisait rien pour pacifier ou affaiblir les Allemands de façon permanente. À cause de ceci, on s'attendait à ce que le traité de Versailles mène à de futurs conflits. Le maréchal de France, Ferdinand Foch, a fameusement dit « Ce n'est pas une paix, c'est une armistice de 20 ans ». Tel qu'il a prédit, juste au-dessus de 20 ans après la signature du traité de Versailles, la Deuxième Guerre mondiale a débuté et est devenue la guerre la plus répandue de l'histoire.